Bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui un cours concernant les pathologies générales et le sujet âgé. Donc, on va parler généralement, ou ça va être une révision peut-être des cours de quatrième année en parlant pratiquement de toute pathologie, mais les pathologies les plus fréquentes retrouvées chez nos patients âgés. Alors, le patient âgé. Déjà, il faut savoir c'est quoi le patient âgé. C'est une personne de plus de 75 ans ou plus de 65 ans. Polypathologique, cette population, elle est en voie d'évolution, en voie de croissance. Ça veut dire, au niveau de nos pays, voilà, les pays européens, a augmenté. Donc, avant, l'espérance de vie de la tranche d'âge entre 65 ans et 75 ans, elle était vraiment petite. Actuellement, elle est en voie de croissance. C'est pour ça qu'on prend quand même, c'est-à-dire l'importance de prise en charge de cette catégorie d'âge qui est très importante ou qui est en voie de croissance. Alors, ainsi qu'avec l'âge, on constate quoi avec l'âge? On constate une augmentation de la prévalence. La prévalence, c'est-à-dire le pourcentage. La prévalence d'affections cardiovasculaires, d'affections endocriniennes, ça veut dire la cardiopathie, le problème de diabète, les affections hépatiques, les affections rénales, les affections neurologiques, les affections articulaires, ainsi que les affections pulmonaires. On commence au début par les affections cardiovasculaires. Donc, on va dire que la prise en charge d'un malade atteint d'affections cardiovasculaires met en garde l'odontostomatologiste ou le médecin dentiste pour la prévention de 3 risques. Vous savez très bien que chez un patient cardiopathe, on est face à 3 risques. Le premier risque qui est le risque infectieux. Le deuxième risque qui est le risque hémorragique. Le troisième risque qui est le risque syncopal. Donc, on va parler risque par risque. Quels sont ces malades à risque et quelle est la conduite à tenir face à chaque risque? On commence par le premier risque. Donc, le médecin dentiste, qu'est-ce qu'il va faire? Au début, il va évaluer correctement l'état du patient grâce à la collaboration avec le médecin traitant. La première des choses, face à un patient taré, n'importe quelle maladie, il ne faut pas négliger. Il y a des étudiants qui viennent me dire ils présentent que l'HTA. Et c'est quoi l'HTA? Il ne faut pas négliger. Ça, c'est une couverture. Prenez contact avec le médecin traitant, savoir le degré de la maladie, savoir le traitement en cours, savoir les interactions médicamenteuses. Donc, la lettre, exercer son activité sans pour autant aggraver ou compliquer les affections existantes. Vous-même, vous allez travailler chez ces patients cardiopathes sans aggraver l'état actuel de ces patients par une prescription ou interaction médicamenteuse, par une mauvaise décision, par l'utilisation d'une anesthésie qui est contre-indiquée. J'ai dit par exemple, ni détruire surtout les fragiles thérapeutiques instaurés par le cardiologue traitant. Ça veut dire, nous-mêmes, on n'a pas le droit ni d'arrêter, ni changer un traitement instauré par un cardiologue. Donc, on n'a pas le droit d'arrêter un traitement anti-agrégant plaquettaire, ni diminuer. On n'a pas le droit d'arrêter un traitement par syndrome. Par exemple, c'est au médecin traitant d'ajuster le traitement, d'arrêter, modifier un traitement
pour un problème cardiologique. Le risque infectieux. Je vous ai déjà dit qu'on a 3 risques. Le risque infectieux, le risque hémorragique et le risque syncopal. Le premier risque, c'est le risque infectieux. Il est représenté par quoi ce risque infectieux? Il est représenté par ce qu'on appelle l'endocardite infectieuse. Cette endocardite, c'est quoi par définition? C'est la conséquence d'une greffe bactérienne sur un endocarde préalablement lésé. Ça veut dire un endocarde malade, lésé auparavant. Exceptionnellement, j'ai dit, exceptionnellement sur un endocarde sain. C'est-à-dire que les cardiopathes sont plus exposés à cet accident, au risque d'endocardite infectieuse qu'un patient sain. Les cardiopathies à risque, le plus souvent chez une patient âgée, chez qui on retrouve, chez les patients âgés, on retrouve les valvulopathies. On retrouve des patients qui sont porteurs de prothèses valvulaires. On retrouve des patients qui ont un problème d'arythmie. Ça, c'est les pathologies qu'on les retrouve plus chez les patients âgés. C'est les pathologies qu'on retrouve plus. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça pour prévenir cette endocardite infectieuse? Il y a un consensus. D'ailleurs, c'est le seul consensus mondial qui existe pour la prise en charge chez un patient cardiopathe qui a un risque infectieux. Mis à part le consensus d'endocardite infectieuse, on n'a pas un consensus ni de prise en charge d'un patient diabétique, ni de prise en charge d'un risque infectieux chez un patient qui est sous chimiothérapie ou thérapie ciblée ou n'importe quelle autre thérapie, mis à part le consensus prise en charge des patients cardiopathes pour prévenir l'endocardite infectieuse. Pour cela, il faut donner pour les malades 2 grammes d'amoxicilline par voie orale, donc 1h30 à 1 heure de temps avant de faire un acte à risque infectieux. Ça veut dire extraction dentaire, pelpectomie, chirurgie, détartrage, tout acte qui n'est pas à risque ou c'est pas un acte sanglant comme une prise d'empreinte pour un traitement superficiel d'une dentinite. Là, ce n'est pas des gestes à risque. Il ne nécessite pas un traitement par une antibioprophylaxie. Il faut que le geste soit à risque. Il faut que le patient soit à risque, ça veut dire qu'il présente un risque infectieux pour que vous puissiez donner une antibioprophylaxie. Un patient qui a un problème ischémique, c'est un patient cardiopathe, mais il n'a pas un risque infectieux. Ce patient, cette prévention d'endocardite infectieuse n'est pas indiquée. Il faut savoir donner cette antibioprophylaxie pour un patient à risque qui va subir un acte à risque. Donc, on va donner 2 grammes par voie orale, j'ai dit 30 à 1 heure de temps avant l'acte. En cas d'allergie au bêta-lactamine, on passe au macrolide. On va donner que ce soit la prestinamycine ou la clindamycine. Pour la prestinamycine, l'adulte, c'est 1 gramme par voie orale. Et pour l'enfant, c'est 25 mg par kilogramme par voie orale. Pour l'adulte aussi, pour la clindamycine, actuellement, elle n'est pas disponible sur le marché. On donne 600 mg par voie orale, toujours 30 à 1 heure de temps avant l'acte. Et pour l'enfant, c'est 20 mg par kilogramme par voie orale. Donc, le traitement d'antibioprophylaxie, il s'agit d'une dose flash. Cette dose flash, c'est 30 à 1 heure de temps. Donc, on n'est pas censé prolonger cette antibioprophylaxie pendant les jours qui suivent. Par exemple, pendant 1 semaine, la cicatrisation, etc. Non. Ça, c'est le consensus, dose flash. Après, c'est chaque praticien ou laissé au jugement du praticien. Si on fait beaucoup d'extractions multiples, on est obligé de s'éturer. Si le patient
a une très mauvaise hygiène bucco-dentaire. J'ai dit toujours au moment de l'extraction, il n'y aura pas cette endocardite infectieuse, mais un alvéole qui reste ouvert comme ça sur une bouche mal entretenue, donc on peut avoir cette endocardite bactérienne dans les jours qui suivent l'extraction dentaire. C'est au jugement du praticien de prolonger le traitement dans un autre but. Donc, ce n'est pas le consensus de prise en charge d'endocardite infectieuse, et ça dépend de l'acte opératoire, ça dépend de l'hygiène bucco-dentaire, ça dépend des cas, c'est au cas par cas. Est-ce que la connexion est bonne? Oui, madame. Oui, Vous madame. êtes où, les étudiants? On est La là. connexion est bonne. Oui, madame. Vous vous entendez bien? Oui, on Oui, vous entend bien. Très bien. Oui. Alors, on restera toujours dans les affections cardiovasculaires. Très bien. On continue toujours dans les affections cardiovasculaires. Pour les affections cardiovasculaires, après le risque infectieux, on parlera de risque hémorragique. Ça va vous faire une révision déjà de cours de patients cardiopathes pour vous. Le risque hémorragique, on a ce qu'on appelle les thrombopénies. Thrombopénie, qu'est-ce que ça veut dire? Thrombopénie, c'est la diminution de nombre de plaquettes. Lorsqu'on dit diminution de nombre de plaquettes, les normes, c'est entre 150 000 à 450 000. Donc, une diminution moins de 150 000, il s'agit d'une thrombopénie. Cette thrombopénie, elle a plusieurs causes. Elle peut être centrale, comme elle peut être périphérique. Donc, d'origine centrale, telle l'insuffisance de production médulaire, l'aplasie médulaire en cas d'un patient sous, par exemple, chimiothérapie, etc. Elles peuvent être périphériques, d'origine médicamenteuse, tels certains médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens surtout, en cas de pathologie infectieuse, VIH par exemple, auto-immune, tels lupus érythémateux, etc. Il y a plusieurs origines de cette thrombopénie ou diminution de taux de plaquettes. Comme on a beaucoup actuellement une thrombopénie qui est idiopathique, ça veut dire sans raison, sans cause évidente. Donc, beaucoup de patients qui ont ce problème de diminution de plaquettes sans cause évidente. Donc, le traitement, toujours, il est en fonction de l'étiologie. Donc, je vais vous donner juste un petit rappel concernant le traitement. Ils donnent certaines corticothérapies pour augmenter le taux de plaquettes. Pour faire une extraction dentaire, vous savez très bien que vous ne pouvez pas le faire moins de 80 000, par exemple. Donc, avec l'hématologue traitant, ils vont donner certains traitements à base de corticothérapie pour augmenter le taux de plaquettes. Ça, c'est une des traitements. Ça dépend, j'ai dit, de l'étiologie. C'est l'hématologue traitant qui va proposer ça. On a autre chose, par exemple, transfusion de plaquettes. Il y a des patients qui ont un problème de thrombopénie, donc ils vont lui faire transfusion de plaquettes, on fera l'extraction, une fois on aura l'hémostase primaire, secondaire et tout viendra ensuite, même après 2 jours ou 3 jours, on aura encore diminution de taux de plaquettes, on n'aura pas de problème parce que ça y est, on a dépassé la phase de l'hémostase. D'accord? Donc ils vont faire une perfusion de plaquettes qui permet de protéger juste le moment de notre hémostase primaire et secondaire et tout viendra après. Alors, pour la thrombopénie, qu'est-ce qu'on a? Au-dessous de 80 000, pas de risque hémorragique. J'ai dit, les normes, c'est 150 000 à 450 000. 150 000 à 450 000. Au-delà de 80 000, vous pouvez travailler même au niveau de vos cabinets dentaires. Au milieu hospitalier, on est autorisé à travailler plus que 50 000. Dans vos cabinets, c'est plus que 80 000, vous pouvez faire vos extractions sans aucun problème. Pas de risque hémorragique. Là, on parle des répercussions au niveau de la cavité buccale sans toucher le malade. Lorsque le malade ouvre sa bouche, qu'est-ce que vous allez trouver? Plus que 80 000, il n'y a pas de signe. Entre 80 000 et 50 000, il y a des purpurats,
il y a des gingivorragies occasionnelles, donc le patient il peut signer facilement. Même la nuit, lorsqu'il dort, on peut trouver du sang au niveau du drap, au niveau... Donc ça, c'est des gingivorragies spontanées. Entre 50 000 à 30 000, on peut trouver des pétichies, des taches rouges au niveau de la cavité buccale. On peut avoir des hématomes, des gingivorragies, etc. Au-dessous de 30 000, là, on peut avoir des hémorragies profuses et incontrôlables localement. Ça, c'est interdit pratiquement de toucher le malade ou de lui faire n'importe quel acte opératoire. Risque hémorragique, on restera toujours dans les thrombopénies. Quelles sont les précautions générales? On commence pour les précautions générales, toujours par le contact avec le médecin traitant, savoir la cause de cette thrombopénie. Elle rentre dans quel cadre? Est-ce qu'elle est médicamenteuse? Est-ce qu'elle est centrale, périphérique, suite à telle maladie, etc. Est-ce que le patient est stable? Il n'est pas stable? Toutes ces questions-là, c'est le médecin traitant qui va répondre à toutes ces questions. On demande logiquement une formule sanguine, notamment FNS. En absence de contre-indication, ça veut dire on a un taux de plaquettes supérieur à 80 000, anesthésie avec vasoconstricteur, on préfère toujours le vasoconstricteur parce qu'elle limite l'hémorragie. Prévoir toujours les moyens d'hémostase locaux, notamment les produits hémostatiques, tels les éponges hémostatiques à base de collagène, le Surgicel. Il y a pas mal de produits, les cols biologiques, les fils de suture, les gouttières hémostatiques, la panoplie des moyens d'hémostase locaux que vous devez avoir dans vos cabinets dentaires si vous désirez prendre en charge un malade qui a un risque hémorragique. Précaution vis-à-vis la prescription, notamment d'éviter surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent être à l'origine de risques de synergie de cette hémorragie. On restera toujours au niveau de risque hémorragique. On a parlé au début des thrombopénies. Maintenant, on va parler des patients qui sont sous agents antiplaquettaires. Les agents antiplaquettaires entraînent des troubles d'hémostase primaire. Vous savez très bien que l'hémostase primaire, c'est les plaquettes en premier lieu qui vont avoir une adhésion afin de former ce qu'on appelle le thrombus blanc. Donc, lorsqu'on a un problème déjà au niveau de plaquettes, on n'aura pas la formation de clous plaquettaires et on a des problèmes après par rapport à l'hémostase. J'ai dit toujours aux étudiants, si on n'aura pas correctement l'hémostase primaire, c'est une chaîne. On ne peut pas avoir l'hémostase secondaire et on ne peut pas avoir la fibrinolyse. Et à partir de là, on a les problèmes qui commencent. Donc, il faut respecter la chaîne d'hémostase, respecter l'hémostase primaire pour avoir l'hémostase secondaire ainsi que tertiaire. Donc, c'est un agent plaquettaire entraîne des troubles au niveau de l'hémostase primaire parce que là, il agit antiplaquettaire, il agit sur les plaquettes. La principale indication, c'est quoi? Les événements arthrobotiques, tels l'angor stable, l'infarctus du myocarde, AVC ischémique, toutes ces maladies-là indiquent la prescription d'un anti-agrégant plaquettaire. Donc, on peut lui donner ce traitement pour la prévention secondaire après le premier accident ischémique. Ça, c'est généralement les indications de traitement par anti-agrégant plaquettaire. Donc, on a plusieurs familles. La famille la plus connue, c'est l'aspirine et ses dérivés. On a le Plavix et on a les anti-inflammatoires non stéroïdiens, tels le fluorbuprofène, utilisé aussi comme un traitement antiplaquettaire. Les précautions, donc les répercussions au niveau de la cavité buccale, c'est quoi? Ce sont des lésions hémorragiques, telles des bulles hémorragiques, des pétichies, qui sont des petites taches rouges au niveau de la cavité buccale, etc. Donc, quelle est notre prise en charge?
Qu'est-ce qu'on va faire face à ce problème hémorragique chez les patients qui sont sous antiagrégants plaquettaires? On va toujours multidiscipliner, en contact le médecin traitant pour savoir nature de traitement, de maladie, la stabilité surtout de la maladie. Un traitement par anti-agrégant plaquettaire ne doit jamais être ni arrêté, ni modifié. Et c'est le médecin traitant qui va décider. Et actuellement, on ne fait pas recours à un arrêt par traitement d'anti-agrégant plaquettaire. Jamais. Pour une extraction, pour une chirurgie ou pour autre. Prévenir toujours les moyens d'hémostase locaux et travailler sans arrêt de traitement. Anesthésie avec vasoconstricteur pour limiter toujours l'hémorragie locale. L'anesthésie tronculaire, locorégionale, j'ai dit il faut éviter. Pour les patients qui sont sous anticoagulants, tel Serpent, c'est une contre-indication absolue. Pour les patients qui sont sous antiagrégants plaquettaires, ils disent c'est déconseillé. Mais si vous pouvez éviter, il vaut mieux éviter par risque d'hématome qui peut se former suite à cette anesthésie tronculaire si vous lésez un vaisseau. Précaution vis-à-vis les prescriptions. Donc, les anti-inflammatoires néostéroïdiens, il vaut mieux les éviter, il ne faut pas les prescrire. Fluconazole aussi, c'est contre-indiqué. Prendre en compte les autres maladies au traitement du patient. Donc, il faut savoir tout type de traitement pour pouvoir prescrire. Mais surtout, ce qu'on prescrit souvent, c'est les anti-inflammatoires. Donc, éviter les anti-inflammatoires. Tout ce qui est antifongique, on ne les prescrit pas beaucoup, donc ce n'est pas très important comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On a terminé par les anti-agrégants plaquettaires. Ça, c'était pour les patients qui sont sous anti-agrégants plaquettaires. Terminé, je parle maintenant des anticoagulants. Les antivitamines K sont les anticoagulants qui diminuent la concentration de certains facteurs de coagulation, notamment le facteur 2, 7, 9 et 10. Donc, ce sont des facteurs qui participent activement à l'hémostase secondaire. Vous savez très bien que l'hémostase primaire, c'est les plaquettes qui jouent le rôle essentiel pour obtenir le clou plaquettaire. Au niveau des hémostases secondaires, c'est la participation de facteurs de coagulation donc, qui sont lésés par ce traitement d'anticoagulants ou antivitamine K. Les répercussions buccales, lésions hémorragiques des muqueuses, telles pétichie, purpura et les boules hémorragiques. Les répercussions générales, risque majoré de saignement, on aura des épistaxies, des hématomes, etc. Donc, et pour le risque hémorragique, donc l'évaluation de ces risques hémorragiques repose surtout sur l'INR. Donc, il faut toujours donner l'INR dans les 24 heures précédant l'intervention. Donc, 24 à 48 heures. Donc, il faut travailler toujours dans la zone thérapeutique de sécurité. Ça veut dire entre 2 et 4. Au-delà de 4, il ne faut pas travailler, il y a un risque hémorragique. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'INR est supérieur à 4, 5 ou 6. Il faut renvoyer le malade au médecin traitant pour ajuster le traitement parce qu'il y a un risque d'hémorragie interne ou risque d'autres problèmes sévères à propos de la maladie du malade. Ce n'est pas par rapport à vous. Ça, c'est clair que vous n'allez pas travailler chez un patient où l'INR supérieur à 5. Donc, l'évaluation de risque hémorragique, j'ai dit, il dépend de plusieurs trucs. Il dépend de l'INR en premier. Il dépend de la nature de l'acte réalisé. Vous allez faire une extraction dentaire, par exemple, d'une dent mobile ou la monoradiculée. Le risque n'est pas très important. Ce n'est pas comme extraction multiple. Ce n'est pas comme l'extraction d'un kyste volumineux. Ce n'est pas comme une extraction de 2 molaires adjacentes. Donc, le risque hémorragique diffère par rapport à l'acte. La présence d'un autre facteur de risque hémorragique,
telle affection hépatique, etc. Donc, le patient, non seulement il est sous anticoagulant, mais encore il a un autre problème hépatique. Cela aggrave le risque d'hémorragie. Tout cela, il faut prendre en compte ça pour prendre en charge un malade ou un patient âgé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours, je répète, avis de médecin traitant pour savoir type de maladie, traitement en cours, la stabilité de la maladie, l'anesthésie avec vasoconstricteur pour limiter l'hémorragie ou en cas, bien sûr, ne pas avoir une contre-indication, mais généralement, on n'a pas de contre-indication. L'importance de conseils post-opératoires. Vous prenez 2 minutes pour expliquer les conseils post-opératoires du malade, notamment ne pas se rincer pendant 48 heures. Là, c'est le temps nécessaire de cette fibrinolyse. Il ne faut pas perturber la formation d'un caillou qui est à l'origine le maître d'œuvre d'une bonne cicatrisation ou d'une bonne hémostase. Donc, pendant 48 heures, le patient est invité à ne pas rincer, à ne pas faire des belles bouches. L'anesthésie loco-régionale, là, elle n'est pas juste déconseillée. Là, j'ai dit, pas juste déconseillée, mais elle est contre-indiquée. Concernant les prescriptions, les cyclines, tout ce qui est tétracycline, tout ce qui est macrolide, tout ce qui est métronidazole augmente l'effet d'antivitamine K. Il augmente le risque. Faire attention en faisant des prescriptions chez un malade sous syndrome, par exemple, concernant le flagelle, les macrolides ou bien les cyclines. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont aussi déconseillés par son effet synergique d'hémorragie. Les corticoïdes, s'ils sont nécessaires, il faut les prescrire sous surveillance. Les myconazoles sont contre-indiqués, que ce soit par voie locale ou par voie générale. Ça, c'est important de savoir chez un patient sous anticoagulant, d'éviter, surtout, on prescrit beaucoup plus le flagelle, et d'éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, pour les principales indications de ce traitement anti-vitamine K, ce sont les traitements des thromboses veineuses profondes, arythmie par fibrillation auriculaire, l'infarctus du myocarde compliqué, des cardiopathies valvulaires, des prothèses valvulaires. Ça, c'est des principales indications. Donc, cela pour savoir à peu près, lorsque vous trouvez ce genre de maladie, vous savez très bien, vous mettez dans votre tête que c'est un malade sous anticoagulant. Le risque syncopal, donc je ne vais pas revenir sur ce risque syncopal. Le risque syncopal, c'est la bonne prise en charge. C'est gagner la confiance du patient. Prenez un petit peu de temps de regarder correctement dans votre patient et donnez le temps. Donnez un petit peu de temps, mieux que galérer après malaise ou après syncope ou après le SAMU ou le stress, etc. Mettez ou donnez du temps à votre malade. Écoutez votre malade. Préparez psychologiquement correctement votre malade. S'il nécessite une prémédication sédative, il faut sédater le malade pour éviter ce problème. Là, on a un petit peu tardé, mais c'était important parce que la plupart des tranches d'âge entre 65 ans et 75 ans, ils ont un problème cardiovasculaire. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu tardé sur cette tranche d'âge-là. Est-ce que vous avez des questions concernant les 3 risques? Risque hémorragique, risque d'endocardite infectieuse et le risque syncopal par rapport à la prise en charge de patients âgés. Docteur, Très bien. Avant de passer aux affections endocriniennes. Pour les Docteur, affections endocriniennes, oui. Si l'INR elle est au-dessous de 2, c'est un risque thrombotique. Mais est-ce qu'on fait l'acte chirurgical? Oui. Pour nous, pour l'acte chirurgical, pour nous, on n'aura pas de problème. D'accord? Mais un INR moins de 2, il y a un risque par rapport à la maladie générale du patient.
Il vaut mieux écrire à son médecin traitant et dire que le patient s'est présenté pour une extraction dentaire, l'INR il est à 1, par exemple, 0,5, etc. Il faut informer. Comme lorsqu'on le trouve à 5, il faut informer le médecin traitant. Parce qu'un malade sous anticoagulant, il ne doit pas être comme un malade normal, comme nous. Nous, c'est 1, d'accord? Donc, il doit être supérieur à 2 parce qu'il a un problème. Il a besoin d'avoir avec la fluidité du sang, d'accord? Donc, il faut informer. Mais vous-même, en faisant l'extraction d'un INR moins de 2, on n'aura pas de problème. Elle aura d'autres problèmes de thrombose veineuse au membre inférieur, un problème de faire un accident vasculaire, etc. D'accord, merci. Mais vous-même, vous pouvez faire l'extraction. D'autres questions? On continue. Le diabétique. Altération métabolique qui résulte d'une carence en sécrétion d'insuline et ou une résistance de ces cellules cibles à l'action de cette hormone. On a 3 types de diabète. On a diabète type A, diabète type 2, ainsi que le diabète secondaire en mettant toujours exemple une pancréatite, origine hépatique, endocrinienne, surrénale, etc. Donc, le plus connu, ce sont le diabète type 1 et le diabète type 2. Mais en réalité, on a 3. Le diabète. Bon, pour diabète, on va parler tout d'abord des répercussions au niveau de la cavité buccale. On a augmentation de l'incidence de la sévérité de la maladie parodontale. Ça, c'est connu qu'un patient diabétique, par rapport à cette micro-angiopathie, qu'on a plusieurs problèmes à ce niveau. Le problème d'exérostomie ou la sécheresse buccale. La sécheresse buccale. L'augmentation de risque de carie, c'est évident puisqu'on a une exérostomie où vous savez très bien que la salive joue un rôle très important dans la défense au niveau de la cavité buccale. Puisqu'on a exérostomie, donc le risque carieux, il va être augmenté. Tant qu'on a exérostomie, le pH est modifié. Tant que le pH est modifié, le risque de carie va être élevé aussi. L'augmentation de risque d'affections bactériennes, virales, fongiques, tout ça suite à cette xérostomie. Quelle est la prise en charge chez un patient diabétique non équilibré? Donc, chez un patient diabétique non équilibré, il vaut mieux éliminer tous les foyers infectieux bucco-dentaires. Pourquoi? Tout foyer infectieux bucco-dentaire, c'est un cercle vicieux. Donc, une fois on a une infection, donc ça, par rapport à cette infection, le taux de glucose au niveau du sang, il va être élevé. Une fois le taux de glucose est élevé, il va répercuter sur cette infection qui va pas être guérie. Donc, on reste comme ça. Donc, il faut éradiquer tout foyer infectieux chez un patient diabétique. Ils ont prouvé actuellement que n'importe quelle infection au niveau de la cavité buccale, elle est à l'origine d'une augmentation de taux de glucose au niveau du sang et cela fait qu'un problème d'un déséquilibre chez un diabétique. Donc, c'est important d'éradiquer tout foyer infectieux. La cellulite maxillofaciale, c'est une urgence. Il va venir vous voir. C'est important, les étudiants. Il va venir vous voir. Au diabétique, c'est une urgence. Il faut l'envoyer directement pour l'hospitalisation. Il ne faut pas s'amuser chez un patient diabétique. C'est une urgence médico-chirurgicale en cas de cellulite chez un patient diabétique. J'ai dit non équilibré. Tout acte sanglant doit être procédé par une antibioprophylaxie. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas de consensus. Consensus, ça veut dire متفق عليه. ما متفقين على والو, mis à part l'endocardite infectieuse. Donc, pour le diabétique, il y a des écoles qui commencent la veille, il y a d'autres qui commencent 2 jours avant, il y a qui commencent même 1 heure avant selon les protocoles, le protocole français. Donc, le plus important, c'est que donner une antibioprophylaxie. Cette antibioprophylaxie qui va commencer avant l'acte et va poursuivre jusqu'à la cicatrisation, comme l'extraction par exemple, pendant 1 semaine. Actuellement, il parle de l'antibioprophylaxie
elles doivent être le plus proche possible de l'acte opératoire. Ça veut dire que c'est inutile de donner une antibioprophylaxie 12 jours ou 3 jours avant. C'est maximum la veille ou 1 heure avant, mais il faut poursuivre jusqu'à cicatrisation. Pour le diabétique, il y a pas mal des auteurs qui disent qu'il faut commencer la veille ou 2 jours avant. Pourquoi? Pour préparer les tissus, etc. Ça, c'est d'une part. Le plus important, il y a quelqu'un qui va vous dire la veille, avant, etc. Donc, il faut mettre le patient sous antibiotiques lorsqu'il s'agit d'un patient qui n'est pas équilibré. Il y a le risque infectieux, il y a le risque de retard de cicatrisation. Ce retard de cicatrisation, il est dû aux microangiopathie, à la destruction du collagène. La destruction de collagène, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la collagénose suite à un problème de diabète. Et le collagène participe activement à la cicatrisation. Donc, tout acte chirurgical non urgent doit être réalisé après détermination du rapport bénéfice-risque. Si on n'a pas une urgence, il vaut mieux différer jusqu'à ce que le patient soit stable ou jusqu'à ce que le patient peut avoir hémoglobine glyquée inférieure à 7. Juste pour ouvrir parenthèse, comment savoir que c'est un patient équilibré ou patient qui n'est pas équilibré? C'est comment? C'est que l'hémoglobine glyquée, il est supérieur à 7, c'est un patient n'est pas équilibré, inférieur à 7, c'est un patient équilibré. Et pour vous dire que le patient équilibré, on va le prendre en charge sans précaution particulière. Donc, j'ai dit qu'on arrive actuellement au diabète. On a dit que le diabétique, il y a 3 diabètes type 1, type 2 et diabète secondaire. Les plus connus, c'est le diabète type 1 et type 2. On a dit qu'il y a des répercussions au niveau de la cavité buccale, notamment le risque cardiaque, l'augmentation de taux de problèmes de parodontopathie, la xérostomie qui est à l'origine de ces problèmes bactériens, fongiques et virales au niveau de la cavité buccale. Donc, chez un patient diabétique non équilibré, on a dit il faut éliminer tout foyer infectieux et surtout considérer la cellulite comme étant une urgence médico-chirurgicale. Les précautions générales, vasoconstricteur n'est pas contre-indiqué. On ne parle plus chez un diabétique parce que c'est un hyperglycémie. Vous savez que la quantité d'adrénaline au niveau de cette carpule est nettement inférieure à celle sécrétée par le corps au moment sur un fauteuil dentaire. Donc, elle n'est pas contre-indiquée. Donc, la vasoconstricteur, au contraire, premièrement, parce qu'elle limite l'hémorragie, donc c'est un confort pour vous. Deuxièmement, elle perfère l'anesthésie. Par exemple, lorsque vous travaillez avec anesthésie sans vasoconstricteur, la douleur elle-même, elle va être à l'origine d'une augmentation du taux de glucose où le patient peut faire vasoconstricteur. Donc, vous travaillez plus à l'aise. Il y a une perfection au niveau de l'anesthésie, pas d'hémorragie. Et pour tous ces avantages-là, la vasoconstriction n'est pas contre-indiqués. Les corticoïdes, oui, c'est vrai qu'ils sont hyperglycémiants, mais si on veut prescrire ces corticoïdes, il faut les prescrire avec précaution. Donc, et à certaines doses, ils ne sont pas vraiment hyperglycémiants. C'est à long terme, à dose très élevée, que ces corticoïdes deviennent hyperglycémiants. Ça, c'était généralement concernant le diabétique. Et il faut mettre dans votre tête une chose, qu'on a 2 types de diabète. Un diabétique qui est équilibré ou un diabétique qui n'est pas équilibré. Le diabétique qui est équilibré, on va le considérer comme un patient sain. Donc, il n'y a pas de précautions particulières à prendre, il n'y a pas d'antibioprophylaxie. Bon, on a toujours la préparation psychologique du patient, la prise de glycémie le matin, un patient non à jeun, installé confortablement, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à l'antibioprophylaxie, un patient équilibré, il n'y a pas d'indication. Un patient qui n'est pas équilibré, là, il faut donner l'antibioprophylaxie. Comment savoir que c'est un patient équilibré ou pas équilibré? C'est par rapport à l'hémoglobine glyquée. Analyse que le patient diabétique fera chaque 3 mois pour le contrôle périodique chez son diabétologue traitant. Donc,
À partir de cette hémoglobine glyquée, on peut savoir s'il s'agit d'un patient équilibré ou un patient qui n'est pas équilibré. Supérieur à 7 n'est pas équilibré. Inférieur à 7, c'est un patient équilibré. Est-ce que vous avez des questions concernant le diabétique? Non, madame, c'est clair. Très bien. Alors, maintenant, c'est le désordre thyroïdien. Pour le désordre thyroïdien, donc déficit en hormones thyroïdiennes par atteinte primaire de la glande thyroïde ou par atteinte d'hypothalamo-hypophysaire, ce qu'on appelle la hypothyroïdie centrale. Donc, je veux vraiment simplifier les choses par rapport à le problème au désordre thyroïdien. On a l'hypothyroïdie ou on a l'hyperthyroïdie. L'étiologie de l'hypothyroïdie, c'est auto-immune, cause iatrogène ou autre cause, carence d'iode sévère, etc. On a l'hyperthyroïdie, c'est l'excès d'hormones. Il y a plusieurs maladies, notamment vous connaissez tous le goitre ou l'adénome toxique, etc. Donc, il s'agit d'une hyperthyroïdie. On a des répercussions générales concernant l'hypothyroïdie et concernant l'hyperthyroïdie. Pour l'hypothyroïdie, c'est la fatigue, l'asthénie, prise de poids, prise de poids, ainsi que bradycardie, diminution de battement de cœur. Pour l'hyperthyroïdie, on a des troubles cardiovasculaires, tachycardie, hyper c'est tachy, hypo c'est brady, et troubles neuropsychiatriques aussi. Donc, dans les deux, hyper ou hypothyroïdie, on a un problème de dépression chez ce genre de patient. Et cela fait que la prise en charge essentielle de ce patient, ils sont très susceptibles, ce genre de patient, c'est qu'il faut les préparer bien psychologiquement. C'est ça la prise en charge, c'est-à-dire de ce genre de patient. Donc, en revenant à notre toujours répercussion, donc on a parlé de répercussion générale, maintenant on va parler un petit peu de la répercussion au niveau de la cavité buccale. Pour l'hypothyroïdie, on a des lèvres charnues, on a une respiration buccale, on a macroglossie, augmentation de volume de la langue, on a altération du goût précoce, donc on a une susceptibilité aux maladies parodontales, on a des fois le développement de certains syndromes tels ce qu'on appelle le syndrome sec ou Sjogren, certaines maladies auto-immunes telles lupus érythémateux. Donc, cela est en relation avec cette maladie d'hyperthyroïdie. Pourquoi j'ai dit Sjogren? C'est sec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'hyperthyroïdie, elle peut être associée à ce syndrome-là qui est à l'origine d'une sécheresse buccale intense. Donc, parmi les répercussions buccales en cas d'hyperthyroïdie, c'est la sécheresse buccale s'il est accompagné, j'ai dit, d'un autre problème tel le syndrome de Sjogren. La prise en charge, comme j'ai déjà dit, un stress aigu peut provoquer une décompensation des maladies thyroïdiennes. Donc, on va contacter toujours le médecin traitant et on va limiter le stress du patient par une prémédication sédative. Tout patient, il a un problème d'épaule d'hyperthyroïdie, il faut une prémédication sédative. Éviter l'utilisation prolongée, donc, telle la bétadine, donc susceptible de retentir sur le fonctionnement de la thyroïde parce qu'ils ont des produits iodés. Donc, éviter l'utilisation prolongée et répétée de la bétadine chez ces patients-là. Mis à part ça, j'ai dit, même vous trouvez dans des livres anciens, il ne faut pas utiliser le vasoconstricteur, c'est contre-indiqué. Il n'y a pas de contre-indication de vasoconstricteur. Travaillez avec vasoconstricteur sans aucun problème. Le problème là, ce sont des patients nécessitant une prise en charge adéquate par contrôle de stress. C'est la sédation. Donner un traitement sédatif. Le plus connu chez nous, c'est l'Atarax.
là, c'était pour l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie. Maintenant, on passe aux affections hépatiques si vous n'avez pas de questions. Oui, madame, c'est clair. D'accord. Vous mettez des belles photos au niveau de vos profils. Merci, madame, c'est gentil. Là, vous mettez des belles photos par rapport à la clinique. Hein? Ça change. Affection hépatique, cirrhose. Affection irréversible et diffuse du foie, caractérisée par une désorganisation de l'architecture lobulaire hépatique. Donc, la cause de cirrhose, généralement, c'est la consommation excessive de l'alcool, affection aussi par le virus d'hépatite B ou C. La conséquence, c'est l'insuffisance hépatique. Cette insuffisance hépatique, donc, comment elle va se manifester? Par atteinte des fonctions de synthèse du foie, se présente sous deux formes. On a la forme aiguë et on a la forme chronique. La forme aiguë, intoxication au paracétamol, virus de l'hépatite A, B ou C, hépatite médicamenteuse. Ça, c'est la forme aiguë. La forme chronique fait suite généralement à l'évolution de la cirrhose. Donc, l'insuffisance hépatique en a deux formes, que ce soit aiguë ou chronique. L'aiguë, généralement, suite à une atteinte hépatique A ou B ou C ou intoxication du paracétamol. Il ne faut pas donner du paracétamol Je vois des gens qui prennent du paracétamol comme des bonbons. Non, arrêtez. Il peut provoquer des intoxications au paracétamol. On peut squinter carrément notre foie. Donc, ça, c'est pour l'aiguë. Chronique, je dis, c'est une évolution de la cirrhose. Les répercussions générales, la cirrhose provoque une immunodépression. Donc, c'est un patient immunodéprimé. Il peut provoquer des thrombopénies, diminution de taux de plaquettes aussi. Perturbation de la coagulation par altération, tout à fait normal, des facteurs de coagulation qui sont synthétisés au niveau du foie. Donc, une fois on a une insuffisance, une fois on a une altération au niveau du foie, on a une altération au niveau de facteurs de coagulation. Quelles sont les répercussions au niveau de la cavité buccale? Sélectaire, ça veut dire une coloration jaunâtre au niveau de la cavité buccale, des gingivorragies, donc un saignement spontané, des pétichies, des purpurats, des hématomes buccaux. On peut avoir même des altérations du goût, hypertrophie de la parotide. Tout ça, ça fait partie des affections d'une insuffisance. Et on va contacter toujours les pathologues traitants ou l'interniste ou là où il suit le malade. Donc, pour savoir le stade de cirrhose, l'insuffisance hépatique associée, est-ce qu'elle est modérée, sévère, etc. Un bilan biologique, il est important pour savoir les valeurs surtout de TP, parce que là, on est au niveau de foie, là, pour savoir le degré d'atteinte de ces facteurs de coagulation. FNS, on a dit que la cirrhose du foie ou l'insuffisance hépatique, elle peut être à l'origine de thrombopénie. Lorsque j'ai dit FNS, ça veut dire le taux de plaquettes. Rechercher une lésion muqueuse suspecte, terrain éthylotabagique, par exemple, chez des patients qui ont une cirrhose, ce sont des patients qui consomment de l'alcool. Lorsque j'ai dit l'alcool, c'est toujours en association avec le tabac. Donc, est-ce qu'il y a une lésion précancéreuse au niveau de la cavité buccale ou pas? Donc, il faut essayer de chercher. Précautions habituelles durant les soins pour éviter un accident d'exposition au sang, sur ça. Et le corona a fait que nous-mêmes, les enseignants, on fait notre mieux pour la protection. Et les étudiants, ils font beaucoup d'efforts aussi pour la protection. Donc, le corona, en principe, chaque malade, c'est un malade à risque. Alors que c'est un malade qui a une cirrhose hépatique, ça veut dire qu'il y a le risque de contamination d'hépatite. Donc, il faut faire très attention en travaillant avec ce genre de patients. En faisant, d'ailleurs, il y a des recommandations de doubler les gants. Donc, là, en cas d'accident, par exemple, accident de piqûre, etc., donc là, il y a un risque de transmission de cette hépatite C, sans oublier l'hépatite B qui par transmission de gouttelettes de salive. Donc, il faut mettre votre bavette ainsi que visière ou lunettes. Donc, la protection, elle est très importante face à ce genre de patient.
Par rapport à l'anesthésie, évitez la lidocaïne. La lidocaïne, il vaut mieux l'éviter. Donc, et ce n'est pas une contre-indication absolue. J'ai dit éviter la lidocaïne. De préférence, travailler avec mépivacaïne, autre que la lidocaïne, mais ce n'est pas une contre-indication absolue. Précaution vis-à-vis de la prescription. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les salicylés donc, doivent être évités parce qu'il y a un effet antiplaquettaire. C'est normal. Ou ce genre de patient a un problème de thrombopénie. Les médicaments à métabolisme hépatique sont à écarter hépatique tels la codéine, les benzodiazépines, tels l'ixomil, etc. Donc, on ne prescrit pas ça. Généralement, les acides salicyliques, le paracétamol, c'est à éviter. Même si on va donner le paracétamol, parce qu'on est obligé de donner, mais on n'a pas d'autre alternative, parce qu'on va faire les anti-inflammatoires, il faut le donner avec des doses modérées. Les tétracyclines aussi sont à métabolisme hépatique, il vaut mieux éviter. Ça, c'était pour les affections hépatiques. Maintenant, on passe aux affections rénales. Est-ce que c'est compris? Le cours d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'agit de maladies à risque, mais c'est une révision de la première partie des cours des 4e années. Oui, on a vu ça. Insuffisance hépatique, rénale, cardiopathe, diabétique. Oui, tout ça, oui. C'est les mêmes maladies, hein. Les maladies ne changent pas. Donc, généralement, ce genre de maladie se trouve chez un patient âgé. Donc, affection rénale, l'insuffisance rénale chronique est le résultat d'une altération progressive prolongée et irréversible des fonctions excrétrices et endocrines du rein. Donc, pour le stade, on a maladie rénale chronique. Lorsque le débit de filtration glomulaire il est entre 60 à 120, l'insuffisance rénale modérée, c'est entre 30 à 59. L'insuffisance rénale sévère, c'est entre 15 à 29. L'insuffisance rénale terminale, c'est moins de 15. C'est important de savoir le degré d'insuffisance rénale. Est-ce qu'il est sévère, modéré, terminal ou chronique? Parce que la prescription diffère. L'insuffisance rénale terminale, lorsque j'ai dit insuffisance rénale terminale, bon, on n'a pas le choix, c'est la dialyse. Le patient, il doit être victime ou il va être sous dialyse. Épuration du sang par création d'un circuit de circulation extracorporelle et son passage dans un dialyseur. Malheureusement que le patient, il vit dans l'hôpital. L'hémodialyse, c'est 3 fois par semaine en milieu spécialisé. Donc, le patient, si vous devez prendre le patient, il va être, par exemple, le samedi au niveau de l'hôpital, le lundi et mercredi. Donc, vous devez le prendre entre 2 séances de dialyse. Vous n'avez pas le choix. Pour l'insuffisance rénale terminale, que ce soit la dialyse, que ce soit la transplantation rénale, il a de la chance d'avoir, bien sûr, quelqu'un qui va donner le rein. Donc, il nécessite, bien sûr, la compatibilité, la mise en place d'une médication immunosuppressive, elle est obligatoire puisqu'ils vont greffer un corps d'un étranger, un rein d'une autre personne. Le patient, il doit être sous corticothérapie ou sous immunosuppresseur afin que l'être humain, il ne va pas faire le rejet. Donc, dit immunosuppresseur ou corticothérapie, etc., dit que le patient est immunodéprimé. Donc les précautions générales, c'est quoi? Aux répercussions générales, pardon, c'est quoi? C'est état d'immunodépression par perturbation de l'immunité cellulaire et humorale, l'hypertension artérielle chez ce genre de patient, perturbation de l'hémostase primaire par altération de fonction plaquettaire, thrombopénie possible due aux dialyses, parce que lorsqu'ils vont dialyser, ils vont injecter de l'héparine, un produit qui permet de la fluidité du sang et qui permet de faire cette séance de dialyse. Donc, il y a un problème hémorragique plus un problème chez les patients dialysés, plus un problème infectieux, donc pour surtout les patients qui ont reçu une greffe rénale.
Répercussions buccales dues à la maladie, halitose, altération du goût, gingivo-stomatite, pâleur des muqueuses suite à l'anémie, augmentation de volume des glandes salivaires, des maladies parodontales, du traitement, par exemple les malades qui sont sous cyclosporine, vous avez déjà vu ça peut-être en paro, c'est l'hyperplasie gingivale. Même si on fait l'exciration chirurgicale, c'est la récidive. À chaque fois, il y a une récidive, il y a une hyperplasie gingivale, plus les maladies parodontales, la xérostomie. Donc, c'est ce genre de patient. La prise en charge, c'est qu'on contacte toujours le médecin traitant, obtenir les résultats biologiques FNS et les débits de filtration glomulaire pour savoir si il s'agit d'un patient, on a dit insuffisance rénale modérée, sévère ou terminale. Les patients dialysés, connaître les jours de séance de dialyse, j'ai dit, pour intervenir en dehors des jours de dialyse pour éviter l'effet d'anticoagulant de l'héparine. Les patients qui sont dialysés, il y a de l'héparine. Donc, l'héparine va causer un problème d'hémorragie si on va faire, par exemple, une extraction dentaire. Non seulement on ne programme pas le malade le jour de dialyse parce qu'il est fatigué, et en plus, il y a le risque hémorragique. Donc, on intervient entre les 2 jours. Et si on va donner un antibiotique pour ce genre de patient, c'est après la séance de dialyse parce qu'il va être éliminé. Donc, il va prendre l'antibiotique après la séance de dialyse, par exemple, la veille, le matin lorsqu'il va venir vous voir et ensuite, toujours après la séance de dialyse et comme ça, il ne va pas éliminer le traitement antibiotique. Concernant la prescription, on va rappeler ensemble cette prescription. Qu'est-ce qu'on a pour les macrolides, pour les maladies rénales chroniques ou insuffisance rénale modérée ou insuffisance rénale sévère ou terminale, il n'y a aucune contre-indication. D'accord? Aucune contre-indication, ils ne sont pas à le métabolisme des macrolides, c'est au niveau du foie et non pas au niveau du rein. Donc, il n'y a pas de contre-indication. Donc, il n'y a pas de particularité. Le métronidazole, il n'y a pas de contre-indication aussi pour l'insuffisance rénale chronique modérée ou sévère. On a les pénicillines, ou nous-mêmes, on prescrit les pénicillines. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas de contre-indication lorsqu'il s'agit d'une maladie insuffisance rénale chronique. Pas de contre-indication lorsque la dose elle est entre 2 à 3. Pas de contre-indication lorsqu'il s'agit d'une insuffisance rénale modérée entre 2 et 3. D'accord? Généralement, nous-mêmes, on donne 2 à 3. Donc, là, lorsqu'il s'agit d'une insuffisance rénale sévère ou terminale, il vaut mieux réduire la posologie parce ils sont à métabolisme rénal, donc ou à élimination rénale. Donc, les pénicillines sont à élimination rénale et cela fait qu'on va réduire la posologie en cas d'insuffisance rénale sévère ou terminale ou éviter carrément de prescrire les pénicillines en cas d'insuffisance rénale sévère ou terminale. On a le choix de prescrire des macrolides, par exemple. Donc, les affections rénales, la posologie de l'amoxicilline pour le traitement, on va donner 2 grammes par jour. Lorsque 1 gramme le matin, 1 gramme le soir, lorsqu'elle est supérieure, le début de filtration glomulaire supérieur à 30 ml par minute. Lorsqu'il est entre 30 à 10, il vaut mieux donner 500 mg par 12 heures. Et lorsqu'il est inférieur à 10 ml par minute, le début de filtration glomulaire, il vaut mieux donner 500 mg par 24 heures. C'est comme ça qu'on dit comment réduire la posologie de l'amoxicilline, la molécule la plus prescrite chez nous en odontostomatologie parce qu'elle est antistreptococcique et 60 à 70% des streptocoques, des germes au niveau de la cavité buccale sont des streptocoques. Les maladies rénales, par rapport à la prise en charge, la prescription un petit peu, on parlera aussi paracétamol et n'est pas un métabolisme hépatique, donc il n'y a aucun problème. Rénal, pardon, il n'y a aucun problème, il est un métabolisme hépatique, donc il n'y a pas de contre-indication.
tramadol, il faut réduire la posologie. Par contre, la codéine, en cas d'insuffisance rénale terminale, il y a une contre-indication absolue de donner la codéine. Toujours dans les affections rénales, les anti-inflammatoires, pour les corticoïdes, il n'y a pas de contre-indication pour les 3 maladies rénales, chroniques, modérées, sévères ou terminales. Les antifongiques, il n'y a aucune contre-indication aussi. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens en cas d'insuffisance rénale chronique chez un patient âgé, donc là, il est déconseillé, mais il est complètement contre-indiqué chez les patients qui ont une insuffisance rénale modérée et terminale. Est-ce que c'est compris? Oui, madame. Les étudiants? Oui, madame, c'est compris. Je sais que c'est un petit peu lent parce qu'il regroupe toutes les maladies. C'est lent. Il regroupe toutes les maladies. J'ai essayé de résumer et de vous donner l'essentiel des maladies. Parce que lorsqu'on dit maladie générale et patients âgés, on a pas mal de maladies. Donc, j'ai essayé de vous faire les tableaux et je vais vous transmettre les tableaux. C'est important de savoir ça en face de vous en faisant des prescriptions. D'accord? C'est important. Les affections neurologiques, parmi les affections neurologiques, on a la maladie d'Alzheimer. C'est quoi cette maladie? C'est une maladie neurovégétative en partie des démences. Donc, les maladies, donc qu'est-ce qu'on a comme répercussions, si vous voulez? C'est des troubles de mémoire sévères, troubles de langage, troubles de la reconnaissance, perturbation des fonctions exécutives, etc. C'est terrible, l'Alzheimer. Donc, et ce genre de patients, ils ont des répercussions au niveau de la cavité buccale, surtout dues à la maladie. Donc, tellement le patient, il ne va pas se souvenir, etc. Donc, l'hygiène bucco-dentaire, elle est très altérée. On a des caries liées à des troubles alimentaires, des troubles de la déglutition, etc. Dû au traitement, c'est l'hypocyalie suite à des antidépresseurs, des maladies parodontales. Tout ça, c'est dû au traitement. La prise en charge de ce genre de malade ou les gens qui ont un malade d'Alzheimer à la maison, c'est terrible. Donc, les précautions générales, qu'est-ce qu'on va faire? On va contacter toujours le médecin traitant pour savoir le stade de la maladie, prendre en charge le risque carieux par des gels fluorés ou des substituts salivaires, c'est pour aider à la motivation d'hygiène. Pour que le patient se brosse, il faut que l'entourage brosse à ce patient, donc parce que le patient il est inapte de brosser. Précautions vis-à-vis les interactions médicamenteuses par rapport au traitement d'Alzheimer. Donc, ça, c'était généralement. L'Alzheimer, c'est quoi aussi le problème? C'est que pour le prendre en charge, c'est un petit peu difficile. Donc, il doit être accompagné toujours par quelqu'un pour le prendre en charge. Mais ça reste difficile. Pour terminer là par la polyarthrite rhumatoïde, je voulais parler un petit peu de ça. Il s'agit d'un désordre inflammatoire chronique d'origine auto-immune qui affecte plus fréquemment les femmes. Il existe une tendance familiale et une association à certains terrains antigènes. Donc, généralement, les gens qui ont une polyarthrite rhumatoïde, c'est familial. Bien que l'origine reste inconnue, il y a des différents facteurs qui sont suspectés, tels bactériens, viraux ainsi que génétiques. Donc, les manifestations cliniques, elles peuvent être généralisées ou localisées à certaines articulations. Donc, c'est la colonne vertébrale, l'épaule, coude, etc. Mais nous, en médecine dentaire, c'est l'articulation temporomandibulaire. Donc, elle peut se manifester au niveau, j'ai dit, de l'articulation temporomandibulaire, se forment des douleurs, des tuméfactions. Donc, cette douleur, qu'est-ce qu'elle fait? Une limitation d'ouverture buccale, parce que tellement il y a des douleurs, le patient, il n'arrive pas à ouvrir ta bouche. Lorsqu'il ouvre, il a mal, donc il cherche une position antalgique et avec le temps, il n'ouvre pas. Avec le temps, on peut avoir l'ankylose. Parce qu'une fois, le patient il n'ouvre pas correctement, donc il y a un pont fibreux qui va s'installer. La fibrose, elle peut donner un pont osseux et après, c'est la
c'est l'immobilité ou la limitation irréversible de la cavité buccale. Quelle est la prise en charge? Il faut toujours avis de médecin traitant. Les extractions doivent être la moins traumatisantes possible. Précaution par rapport vis-à-vis le traitement pris par le patient. Par exemple, les patients, généralement, ils vont être, que ce soit sous corticoïdes ou sous anti-inflammatoires non stéroïdiens pour soulager cette douleur. Donc, on va donner antibioprophylaxie vu l'effet immunosuppresseur des corticoïdes. Donc, c'est un patient immunodéprimé. Patient sous aspégique, on a des troubles d'hémostase, donc il faut prévenir toujours les moyens d'hémostase. Patient porteur de prothèses articulaires, il faut avoir une antibioprophylaxie et risque d'infection secondaire par bactériémie. Il faut faire très attention. Comme l'endocardite infectieuse, celui qui a une prothèse articulaire, il faut faire très attention en faisant des actes ou des extractions sous antibioprophylaxie pour éviter une bactériémie. Il y a un germe qui va se greffer sur cette prothèse, c'est le rejet de prothèse. C'est que le patient, il peut avoir une infection à ce niveau, la prothèse. Donc, c'est pour ça que ce genre de patient, lorsqu'ils vont avoir une prothèse articulaire, la remise en état de la cavité buccale, elle est capitale. Donc, ils font même des extractions des dents afin d'éradiquer tous les foyers infectieux. Là, c'était mon cours d'aujourd'hui. J'espère que c'était clair. Je sais que c'est un petit peu lent, mais c'est le cours. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 1 minute. Merci, docteur.